Aujourd'hui, je voulais faire un petit épisode sur un dispositif que tout le monde peut assez facilement se procurer pour une quinzaine d'euros sur certains sites internet et qui pourtant a la faculté de potentiellement endommager des appareils électroniques lorsqu'on le déclenche en contact avec eux. L'appareil en question est celui-ci et c'est ni plus ni moins qu'un générateur de champs électromagnétiques pulsés haute fréquence qui reproduit le phénomène de résonance électrique. Et bien pendant les 15 prochaines minutes, je vous propose qu'on voit ensemble comment ce petit boîtier est conçu et pourquoi il peut être nuisible, voire potentiellement dangereux. Alors, à la base, il faut savoir que ce boîtier est vendu comme étant, entre autres, capable de provoquer des brefs dysfonctionnements dans les machines à sous et autres systèmes électroniques de jeu et d'argent, dans le but de tricher. Sauf que depuis une vingtaine d'années environ, toutes ces machines sont blindées contre ce genre d'attaque par impulsion électromagnétique, donc en théorie, ça ne marche plus. En revanche, les machines plus anciennes, donc on parle de celles produites jusqu'au début des années 2000 environ, et qui ne sont, elles, pas protégées, sont en effet susceptibles de se faire piéger. D'ailleurs, je me demande jusqu'à quel point ça ne pourrait pas également affecter les flippers et autres bornes d'arcade de cette période, parce que techniquement c'est pas impossible. Malheureusement j'ai pas ici une telle machine pour vous expliquer comment ça se passait, mais en vous montrant par une reconstitution très minimaliste, il suffisait d'insérer l'antenne dans le compartiment des pièces de monnaie ou de jetons et déclencher alors le générateur. Et d'ailleurs l'appareil dispose aussi d'une antenne plus large pour le compartiment d'insert des billets. Et donc le déclenchement de ce champ électromagnétique déréglait temporairement la circuiterie avec pour potentielle conséquence des pièces qui tombaient dans le bac ou bien l'ajout de crédits supplémentaires sans avoir besoin d'insérer d'argent. Sauf que de par son principe de fonctionnement même, des gens mal intentionnés sont aussi susceptibles de l'utiliser dans le but de causer délibérément des dommages sur des appareils électroniques. Oui, parce que soumettre ponctuellement un appareil électronique à un fort et bref champ électromagnétique peut avoir certaines conséquences sur son fonctionnement, tout du moins sur le moment où il est produit. Pas nécessairement de façon définitive, mais parfois si. Bref, on va voir tout ça en détail, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il a dans le bide, quels sont les dégâts qu'il peut causer, etc. Et avec tous les appareils qui m'entourent, je vais devoir être très prudent dans son usage. Pour commencer, voici tout ce qui se trouve dans sa boîte. On a un sachet contenant quelques pièces détachées qu'on verra en détail plus tard. Un boîtier d'alimentation pour le recharger en énergie. L'appareil en tant que tel, et on remarque qu'il est enveloppé dans une sorte d'adhésif. Et un feuillet en chinois et en anglais qui est décrit comme étant le manuel utilisateur. Et je dois dire que même en mettant de côté la qualité minable du texte anglais qui est sans doute le résultat d'une piètre traduction du chinois, il y a tout un paragraphe ici qui semble sorti de nulle part, composé d'une suite de phrases sans queue ni tête. Bref, le plus utile dans ce feuillet est juste ce paragraphe-ci qui nous donne quelques détails sur le dispositif et la façon de l'utiliser. Et le point numéro 2 a attiré mon attention parce qu'il précise que l'appareil doit être chargé en branchant le chargeur à chacun des 3 trous de chargement pendant 20 minutes environ. Donc si je résume, dans cet appareil il y a plusieurs batteries, ou tout au moins plusieurs cellules, mais le fabricant ne s'est pas donné la peine d'implémenter un petit BMS pour pouvoir les gérer à partir d'une seule entrée. Non, il s'est dit, non mais on s'en tape, les gens les chargeront comme ça à la suite. Mais on est en 1990 ou quoi là? Donc le champ électromagnétique est déclenché et émis à chaque pression sur ce bouton. On a ici les 3 trous derrière lesquels se trouvent les connecteurs pour le chargeur, et si on jette un œil aux caractéristiques du chargeur, on lit que sa tension de sortie est de 12,6 volts pour un courant de 500 mA. Alors concrètement, voilà comment on doit s'y prendre. On commence par le premier connecteur. La LED est rouge et quand elle passera au vert, c'est que la cellule est chargée, donc on peut passer à la suivante. Celle-là est a priori déjà chargée, donc on passe à la troisième jusqu'à ce que la LED devienne verte. Ensuite, on a sur le côté un dip switch de position pour sélectionner entre une émission continue ou pulsée. J'ai pas encore compris à quoi servait ce potentiomètre et ça n'est pas non plus expliqué sur le feuillet, donc on le découvrira peut-être en analysant le circuit. Alors pour ce qui est du contenu de ce sachet, on a ici ce qui semblerait être 2 sortes d'antennes qui seraient optionnelles de ce que j'ai compris mais qui permettraient d'amplifier le signal émis. Elles se connectent ici. On va tester la puissance du signal sur ce tube fluorescent contenant du mercure à l'état gazeux. Je déclenche l'émission en mode pulsé et vous aurez compris que c'est uniquement le champ électromagnétique produit par le boîtier qui force le tube à s'illuminer. Tiens, regardez les différentes couleurs que ça engendre quand on revoit la séquence au ralenti.
Je commute le switch pour passer en mode continu. Et effectivement, l'émission se produit au moment de l'appui sur le bouton et se termine quand je relâche. Et vous voyez aussi que l'éloignement de la source a une incidence. Et regardez, je n'ai utilisé l'appareil qu'une dizaine de secondes et la température du transistor de puissance est déjà quasiment à 40 degrés et c'est évidemment la raison pour laquelle ils en fournissent un de rechange, c'est parce qu'il doit claquer assez rapidement. Et il s'agit d'un 2SC2078 en boîtier TO220, c'est un transistor bipolaire qui est donc constitué de deux jonctions PN ici polarisées NPN. J'ai effectué 4 types de mesures avec mon testeur de semi-conducteurs, vous les voyez évoluer à l'image, et ces tests confirment que les caractéristiques de l'échantillon présent dans la boîte correspondent globalement aux données fournies par le fabricant. Il est donc valide. Et pour info, on le trouve sur internet en paquet de 10 pour 1,70€ TTC. Alors maintenant, avec l'analyseur de spectre, on va mesurer le type de rayonnement électromagnétique émis par cet appareil et c'est grâce à cette antenne que l'analyseur le captera. Donc l'idée est de placer le boîtier à proximité de l'antenne et de déclencher l'émission en appuyant sur le bouton. Pour ce test, l'analyseur couvre les fréquences de 1 Hz à 2 GHz et c'est entre 10 et 300 MHz qu'on devrait observer le plus d'activité électromagnétique. Je me place à environ 5 cm de l'antenne, je déclenche. Ok, en effet, c'est pas négligeable, on est largement au-dessus de 0 dBm, l'analyseur a même bipé pour signifier une surcharge. Et on voit qu'il y a beaucoup d'harmoniques, je vais faire une seconde mesure sur un spectre un peu plus serré. Alors là, je l'ai déclenché un peu plus court, donc il est un peu moins puissant. On constate ici que la fondamentale est à 50 MHz, cette fois, elle a été mesurée à 0,79 dBm, mais précédemment, on était à plus de 10 dBm. Je vais faire une dernière mesure en balayant seulement jusqu'à 400 MHz. Voilà, on retrouve la fondamentale ici, mesurée cette fois à plus de 13 dBm, soit environ 20 mW, et on a toutes les harmoniques 2, 3, 4, etc. qui suivent derrière, et j'en ai trouvé jusqu'à 1,7 GHz. Je vais faire une dernière mesure en utilisant un autre détecteur qui affiche la puissance du champ électrique produit en volts par mètre ici, ainsi que du champ magnétique ici donné en micro-Tesla. Je m'approche de plus en plus de son antenne et vous voyez que ça produit des interférences sur l'écran et le champ électrique grimpe ici jusqu'à 563 volts par mètre, ce qui est loin d'être anodin. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle incidence peut avoir son champ électromagnétique pulsé sur un appareil électrique ? Évidemment, c'est assez difficile de le savoir à l'avance étant donné qu'on ne sait pas comment fonctionne l'appareil en question. Il y en a sur lesquels il ne se passera absolument rien de notable, d'autres qui pourraient être brièvement perturbés sans pour autant que ça n'interfère sur leur fonctionnement intrinsèque, ou encore d'autres qui pourraient être sérieusement dérangés au point de provoquer chez eux un brusque changement d'état, ou un redémarrage total, ou bien un arrêt soudain qui nécessiterait d'éteindre l'appareil et de le rallumer ensuite. Et il n'est pas impossible que certains succombent à son champ électromagnétique. Je pense cependant que ça doit être relativement rare parce qu'il n'est pas suffisamment puissant pour altérer des composants au point de les rendre défaillants. On pourrait voir ce que ça donne sur 3 ou 4 appareils pris au hasard. Alors évidemment ils ne seront pas d'une grande valeur, je vais pas non plus tenter le diable, mais au moins ça nous donnera une idée. On commence par deux appareils qui produisent leur propre champ électromagnétique pour faire léviter ces sphères. La blanche est d'ailleurs un haut-parleur Bluetooth, dont ce que va émettre le boîtier devrait fortement les perturber. Voilà, sans surprise, et c'est instantané puisque la perturbation est ressentie au niveau de la fréquence d'oscillation des bobines, ce qui entraîne un déséquilibre de la force de sustentation. Oui, d'ailleurs, rien à voir, mais si vous vous demandez comment ces dispositifs sont capables de faire léviter un objet au-dessus d'eux, l'explication est qu'il y a un aimant placé dans la sphère et un ensemble de bobines placées de façon rapprochée dans le support. Les lignes de champ magnétique émises par l'aimant interagissent avec celles émises par les bobines, ce qui entraîne une force de répulsion ou d'attraction selon l'orientation des champs magnétiques. Et en contrôlant électriquement l'intensité du champ, on génère une force de sustentation suffisamment forte pour contrer la gravité et maintenir l'objet en lévitation. Voilà, je referme la parenthèse, on passe sur un smartphone moyenne gamme relativement récent. Généralement, leur blindage électromagnétique les protège plutôt bien. Ah, c'est marrant, il a cru que j'avais slidé l'écran vers le bas. Vous voyez, dans l'ensemble, il n'est pas vraiment perturbé. Ensuite, j'ai choisi de faire un test sur le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Nest. Bonjour de Nest. Attention. Alors ça c'est intéressant parce que le déclenchement du boîtier lui provoque un redémarrage brutal, comme si on venait de l'allumer, donc lui a une certaine sensibilité. Je vais faire un dernier test sur cette caméra Full HD. Bon, c'est du très bas de gamme, hein. La qualité de l'image est d'ailleurs assez pourrie, et je ne me rappelle même plus la raison pour laquelle je l'ai. Je pense que je m'en suis jamais servi. Alors je verrai sur le retour écran s'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs je vais en profiter pour enregistrer le test, comme ça je pourrai le mettre au montage.
Voilà, donc, commence par l'écran. Ah, ça génère quand même pas mal de parasites. Ah oui. Ah. Donc là, j'ai un écran noir. Eh ben, elle ne se rallume plus. Eh bien après coup, je reviens sur ce dont je parlais tout à l'heure quand je disais que je pense que son champ électromagnétique n'est pas assez puissant pour dézinguer un appareil. On a la preuve que si. Voilà. Elle ne réagit plus, elle ne s'allume plus, elle est devenue défaillante. Et alors, du coup, on pourrait légitimement se demander ce qu'il en est de certains dispositifs médicaux qu'on porte sur soi. Je pense notamment aux pompes à insuline et surtout aux stimulateurs cardiaques comme celui-ci. J'aurais quand même tendance à penser que sa coque métallique relativement épaisse lui serve de blindage, donc il ne serait probablement pas affecté. En tout cas, c'est ce que je pense, mais comme il m'est impossible de le tester, je ne peux pas non plus l'affirmer. Peut-être qu'un cardiologue aurait la réponse, et si c'est le cas, vous pouvez la mettre en commentaire. Et pour ce qui est des pompes à insuline, si vous avez vu mon épisode sur l'Omnipod, vous aurez constaté qu'il n'y a pas de blindage particulier à l'intérieur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle serait affectée par ce genre de boîtier, mais ça serait intéressant d'en savoir plus. Bon voilà, on passe maintenant à la dernière partie de cet épisode qui va consister à le décortiquer et à analyser ses composants et son électronique. Mais on va d'abord commencer par un passage au scanner à rayon X pour avoir une bonne idée de ce à quoi on va avoir affaire. Alors depuis que je l'ai prise en main, je me doutais qu'on aurait droit à une fabrication artisanale, mais là on est gâté. Passons rapidement en revue ce cliché. Sur la partie supérieure, on voit le transistor de puissance et la bobine principale. Les connecteurs sont ici avec tout un amas de fils, le bouton déclencheur. Le plus gros élément est la batterie qui est ici et qui semble être constituée de 9 cellules. Et ceci est un petit circuit imprimé avec quelques composants et c'est globalement tout. Et vous aurez remarqué qu'il n'y a a priori aucune vis. Allez, on va disséquer tout ça. Donc en effet, les éléments sont fixés avec de la colle et c'est un adhésif qui maintient le boîtier assemblé. Et on est sans doute passé à deux doigts d'avoir un boîtier imprimé en 3D. Alors, pas besoin d'être un pro en électronique pour se rendre compte qu'on est en présence d'un truc qui est fabriqué par des amateurs pour 2 $ et qu'on trouve pourtant sur pas mal de boutiques en ligne qui ont pignon sur rue. Et autant le dire tout de suite, la revente de ce genre de dispositif devrait tout simplement être interdite, tant il ne respecte aucune norme et qu'il peut vous claquer dans les pattes à tout moment, en plus de pouvoir causer des dégâts sur des appareils. La source qui fournit l'énergie est un assemblage de 9 batteries au lithium de 3,7 volts montées en série et sans aucune réelle protection contre la surcharge. Chaque pack de 3 batteries est simplement relié à un connecteur, c'est pour ça qu'il y en a 3, et en tout on obtient 33,3 volts. Il y a deux petits circuits dans ce dispositif, celui-ci qui est le circuit auto-résonant avec une configuration de bobine qui ressemble presque à celle d'une bobine Tesla. Elle est en réalité constituée de deux bobines, une grande et une plus petite qui est enroulée autour de la grande. La plus petite forme ici 43 tours et a un diamètre de 3 mm. La résonance se produit quand les bobines et les condensateurs C1, C2 et C3 sont équilibrés de telle manière qu'ils créent une réponse maximale à une certaine fréquence, et en l'occurrence ici c'est 50 MHz comme on l'a vu avec l'analyseur de spectre. Tiens, je note aussi qu'ils ont fait l'économie sur une LED puisqu'ils n'ont même pas soudé celle qui devait être ici. Pour ce qui est de l'autre circuit, celui-ci, il va permettre la génération d'impulsions en contrôlant la décharge d'énergie stockée dans les condensateurs de manière rapide et dosée pour produire l'impulsion électromagnétique haute tension. On y trouve un classique timer NE555 pour produire les impulsions stables avec une certaine précision, une résistance variable qui permet de changer manuellement le rapport cyclique des impulsions produites par le timer, et le reste est pour produire un courant de haute tension routé vers le circuit autorésonant, à savoir un MOSFET de puissance à canal N, un régulateur de tension de 12 volts ainsi que des condensateurs et résistances. Et d'ailleurs, au moment d'émettre le champ électromagnétique, j'ai pu mesurer une tension de 234 volts sur le collecteur du transistor 2SC2078 qui se trouve entre les bobines. Et là encore, le design de ce circuit n'est pas très rassurant, aucun effort n'a été fait pour s'assurer que tout ça ne parte pas en vrille à un certain point, on est presque dans de l'expérimental parce que, par exemple, je ne sais pas ce qui peut se passer si le circuit sort de sa résonance pour une raison X ou Y. Bref, je vais sans doute me répéter, mais pour moi, il devrait être tout simplement interdit de proposer ces boîtiers artisanaux à la vente. On a presque l'impression qu'ils viennent d'un marché parallèle et qu'ils se retrouvent régulièrement sur un circuit commercial officiel, d'autant plus qu'il en existe de différentes sortes et certains sont même bien plus puissants que celui-ci.
Donc voilà, on est en présence d'un petit dispositif très artisanal qui n'a finalement été fabriqué que dans le but de nuire. Je vois pas dans quel autre scénario on pourrait en avoir un usage positif. On pourrait se dire que ça permet de tester l'efficacité du blindage électromagnétique d'un système qu'on est en train de concevoir. Mais il existe quand même des méthodes et des techniques plus académiques et plus constructives pour faire ça. Bon, après, il faut dire qu'aujourd'hui, il est tellement facile de se procurer des générateurs haute tension pour quelques euros à peine, que c'est devenu à la portée de tout le monde de fabriquer un dispositif dans le seul but de nuire. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser reprendre une activité normale, et j'en profite pour vous annoncer que la prochaine vidéo sera consacrée à la Freebox Ultra, qui sera décortiquée dans les moindres détails. A très bientôt. Ciao.